Marc Tarabella, bonjour. Vous êtes Bonjour. député européen, socialiste, grand défenseur des consommateurs, aussi militant pour les droits des femmes et grand supporter de football. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais tout d'abord, au bar de l'Europe, je vous ai servi des cheveux d'ange parce que plusieurs personnalités, et notamment des députés européens, ont servi de cobayes. On a analysé leurs cheveux et qu'est-ce qu'on y a trouvé? Des choses qu'on n'aurait pas dû trouver, des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des substances qui changent le comportement de certaines molécules, qui changent le comportement de certaines hormones dans notre corps. Alors on retrouve des perturbateurs endocriniens dans la nourriture, mais aussi dans les cosmétiques. Donc ce n'est pas étonnant qu'on en retrouve dans des cheveux quand on les analyse. Dans des shampoings, par exemple. Dans des shampoings, dans des savons, mais c'est aussi dans des textiles, mais aussi dans la nourriture, puisque ce sont des substances qui, je le répète, peut-être modifient le comportement de certaines hormones et modifient et peuvent créer évidemment des problèmes au niveau santé publique par rapport à toute une série de problèmes dont on peut souffrir, des allergies par exemple. Mais alors, le citoyen, le consommateur se pose une bête question. Pourquoi l'Europe n'interdit pas ces produits chimiques qui sont très dangereux? Parce que deux thèses s'affrontent, celle du principe de précaution qui a toujours prévalu en Europe. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut constater qu'une mode, peut-être une déferlante qui vient des États-Unis ou du continent américain, qui est de dire, mais tant qu'un produit n'est pas avéré vraiment dangereux, laissons-le introduire dans l'alimentation et dans les substances. Et puis, si jamais on voit qu'il est vraiment dangereux, on le retirera. Et donc, c'est deux logiques complètement différentes. Mais aujourd'hui, je suis un peu désolé que et la Commission et surtout une majorité d'États membres ont cette manière de voir qui n'est pas très protectrice des consommateurs et donc des citoyens. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on attend que la Commission réglemente ces perturbateurs endocriniens, les interdise en clair, et on n'y arrive pas. Encore cette semaine, on attendait un texte, une directive de la Commission, on n'y arrive pas. Exact, alors que la Commission, je le rappelle, a été condamnée par la Cour de justice. Ça vaut la peine de le dire parce que généralement la Cour européenne de justice condamne des États membres pour des retards de transposition de directives par exemple, mais très rarement la Commission. Et bien, la Commission a été condamnée parce qu'elle n'avait pas produit un texte alors qu'elle s'était engagée à le faire par rapport à essayer de mettre vraiment le focus sur ces perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, ce qui va se passer probablement, c'est que la Commission freine les cas de fer, va laisser la patate chaude aux États membres et les États membres, comme maintenant, c'est systématiquement le cas, à 28 pays, bientôt à 27, mais ça ne change rien. Il y a un blocage dès lors que quelques pays font une minorité de blocage et ne veulent pas avancer en la matière. Et c'est regrettable parce que les blocages de l'Europe aujourd'hui, par rapport aux attentes des citoyens, sont davantage la faute et la responsabilité des gouvernements européens qui n'arrivent plus à se mettre d'accord. Mais c'est incroyable ça, il y a des pays qui sont pour les perturbateurs endocriniens? Il y a des pays qui, en tout cas, écoutent plus l'intérêt de l'industrie, qu'elle soit chimique, qu'elle soit cosmétique, qu'elle soit agroalimentaire. Les lobbies. Et les lobbies, je vais dire, de l'agro-business, mais pas uniquement, donc du business par rapport aux lobbies des consommateurs, du bien-être et de l'environnement. Et donc, il y a des pays qui placent la logique industrielle et commerciale avant la logique de santé publique. Alors, parmi ces produits, il y a les pesticides, bien sûr. Vous aimeriez qu'on interdise totalement les pesticides? Il faut faire une analyse claire et voir ceux qui sont clairement nocifs. Les néonicotinoïdes, par exemple, par rapport aux abeilles, il faudrait interdire les néoniques. Les pesticides bio, ça existe? Ça peut exister parce qu'une bouillie faite à base d'ortie, c'est clairement bio et ça peut résoudre certains problèmes par rapport à des insectes, etc. Donc ça peut exister. Donc l'agriculture doit aussi faire face parfois à des épidémies d'insectes, par exemple. Et donc il faut pouvoir réagir, mais limiter évidemment les pesticides et interdire certains qui sont très dangereux et nocifs. Et là, malheureusement, là aussi, les gouvernements n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et par exemple par rapport au glyphosate, et on ne le fait pas, et on ne fait rien. Alors, je vous montre une photo. Donald Trump, est-ce que lui aussi c'est un perturbateur? En tout cas, on a l'impression que les relations entre les États-Unis et l'Europe sont perturbées. Elles sont très clairement perturbées parce que Donald Trump a été élu au suffrage universel, donc là-dessus, c'est vrai que c'est facile de se lamenter après, il fallait aller voter. Mais clairement, c'est problématique. C'est vraiment le type même du populiste, de l'extrémiste qui propose des solutions qui n'en sont pas, mais auxquelles adhère malheureusement une partie croissante de la population qui est sans doute désabusée, aux États-Unis aussi. Et c'est ce qui provoque aujourd'hui cette adhésion, je dirais, négative. Le refus peut-être de Mme Clinton, mais à des thèses qui sont quand même nauséabondes. Construire des murs, réarmer, c'est quand même
même une époque qu'on pensait révolue, et hélas non, elle ressurgit aux États-Unis, et l'Europe n'est pas non plus préservée par rapport à ce genre d'énergumène. Autre photo, Marine Le Pen. C'est sa supportrice numéro 1 en Europe, c'est pas étonnant, puisque c'est presque une copie conforme. Ce sont les mêmes thèses de rejet de l'autre, de faire croire aux gens qu'on a des solutions, de caracoler en tête dans les sondages en ce qui concerne Marine Le Pen en France. Mais clairement, quelles sont leurs solutions? Le repli sur soi n'est pas une solution. Jeter l'opprobre sur une partie de la population n'est pas non plus une solution. On sait à quoi ça mène. L'Europe l'a déjà vécu sous les affres de gens qui partageaient les mêmes thèses il y a des dizaines d'années. Et malheureusement, là aussi peut-être, la classe politique en France aujourd'hui, si je me permets un commentaire, malheureusement peut-être pour la droite classique démocratique pour qui j'ai un profond respect, mais je n'ai aucun respect pour M. Fillon. Pour moi, M. Fillon et Mme Le Pen, c'est pareil, c'est presque pareil. Et je m'explique. Tout simplement parce que nier l'état de droit, pour moi l'état de droit, la démocratie, il y a un pilier essentiel dont on parle moins, c'est la justice qui doit être indépendante. Elle l'est. Elle fait son travail, elle ne fait que son travail, et être critiquée et à la fois par Mme Le Pen, qui aurait triché ici au Parlement européen, qui a été condamnée pour cela, qui doit rembourser des sommes au niveau du Parlement européen pour avoir utilisé des assistants à Paris au Front National, alors qu'ils étaient payés par l'Europe pour travailler ici dans les matières dans lesquelles elle est censée travailler, et M. Fillon, qui n'a sans doute pas fait travailler son épouse, qui était concierge du château dans la Sarthe, et qui était payée pour les deniers des citoyens, de même que les enfants, qui étaient grassement payés comme étudiants. C'est inacceptable, c'est contraire à l'éthique. On a beau me dire que le règlement le prévoyait, c'est contraire à l'éthique. Il aurait dû s'effacer. Il ne s'efface pas, il critique la magistrature. Pour moi, Mme Fillon et M. Le Pen, c'est la peste et le choléra, pour le moment. Calmez-vous, Marc Tarabella. Prenez une petite boule surprise avec une question surprise. Ouais, je vais prendre celle-là, parce que généralement, la première, c'est une question difficile, et je vais chercher celle-là. Ouh là là, je l'ouvre, là. Regardez. Hop. Et voilà, allez-y. Je vous la donne, et vous allez lire à haute voix. Un Belge devrait-il diriger la Fédération française de football? Ah, c'est marrant, ça. Car, alors, il faut dire que vous postulez, vous êtes candidat pour présider la Fédération française de football. Mais de quoi je me mêle? Vous êtes belge. Ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, mais en tout cas, je soutiens une candidature alternative, qui est celle de M. Clavier, parce que ça part de Nantes, avec à la nantaise. Pourquoi? C'est de faire en sorte que les supporters, qui sont le seul élément je dirais stable d'un club de football, soit mieux intégré dans la gestion du club et soit intégré dans les conseils d'administration. Ce sont les supporters qui devraient décider quel est le montant des rémunérations, par exemple, des joueurs? Non, mais les supporters devraient être associés à certaines décisions, devraient être informés par leurs représentants. Je le répète, les clubs de football aujourd'hui, le football est un business. Les supporters sont là, même quand ils gèlent, même quand l'équipe ne va pas bien, ils sont là. Et ne sont pas très considérés par la gestion de pas mal de clubs. Donc l'idée, c'était de soutenir M. Clavier, et donc ça est parti de Nantes, avec à la nantaise, c'est de dire les supporters devraient être mieux considérés. Donc je soutiens la candidature, mais je suis sur la liste, effectivement, des candidats qui soutiennent. Élection le 18 mars. Oui. Merci Marc Tarabella d'être venu au bar de l'Europe. Vous n'avez pas trop coupé les cheveux en quatre. Allez, prenez-en un. Non, mais moi, je n'ai aucune envie de me faire teindre les cheveux, d'ailleurs.